résidence, paraît-il, résidence où l'on accueille des personnes intéressantes si possible, et j'en suis sûre, dont Jean-Marie Montali. J'ai noté dans mon agenda Haroun Taziev, commandant Massoud, Paul-Émile Victor, Afghanistan, Sarajevo, Everest, parachute, plongée sous-marine, Islande, volcan. Mais je crois qu'il est là. On va le faire rentrer. Ça tape. Bonsoir, bonjour. Bonjour, bonjour. Salut Jean-Marie. Ça va? Bienvenue Merci. dans la chambre 44. Et ben voilà. On est ravis de te recevoir. J'étais en train de dire quelques mots-clés que tu m'avais fait passer lorsque nous nous sommes parlé au téléphone. Ouais. Lesquels? Haroun Taziev, Massoud. Ouais, C'est un prénom, Massoud, une chanson? C'est un commandant. C'est un commandant. Tout simplement. Afghanistan, Ouais. Sarajevo, Ouais. Pinatubo. Pinatubo. C'est un volcan aux C'est un Philippines. volcan. Everest et Marc Bâtard. Et Marc Bâtard, ouais. Épave du San Diego. Ouais. Un galion en 1400. En 1400. Qui a coulé en 1400, oui, en mer de Chine, au large des Philippines. Des histoires de duvet exceptionnels en Islande. Oui. Et une éruption du Vatnajökull. Vatna, Jökull. Vatna, j'ai toujours du mal avec l'accent, avec les noms islandais, bien que j'adore l'Islande. J'ai noté que tu avais travaillé pour des supports relativement connus en tant que grand reporter, que tu voudras citer ou non, que tu te balades en parachute, comme d'autres se baladent à vélo. Oui, moins souvent, mais Il y a des histoires de commandant Marcos. sous commandant Marcos, oui. Ça, On en c'est a beaucoup dit déjà. Oui, ça c'est déjà pas mal. Là. Si on développe tout ça, on... Donc welcome. Merci. Welcome à Jean-Marie Montali pour ce deuxième live de cette résidence French Theory, rue des Feuillantines, Nochapic, carte blanche à tous les invités, deuxième. On y va. Alors je propose qu'on commence tranquillement par enlever cette veste militaire, parce que c'est pas parce que tu as couvert des conflits qu'il faut forcément être dans cette... Non, au contraire. dans cet esprit, au contraire. D'ailleurs, pour compenser, j'ai apporté symboliquement un tout petit peu de monoeil, voilà, juste derrière l'oreille, parce que on peut avoir du soleil même pendant les grands conflits. Et puis on y va, allons-y. Alors, je le mets là. mets-toi où tu veux, sur le lit, le banc, la chaise. Voilà, une chaise. Ok, alors je te préviens, elles font du bruit, pas très élégant. C'est le style. Attention, voilà la chaise musicale. Jean-Marie Montali, interview croisée, première. C'est parti. Bon. Bah, Tu as un micro? Non, ça va aller. Bon, bah tant pis pour moi. Voilà. Mais avant de commencer, d'abord dis-moi où on est. Nous sommes dans la chambre 44 de l'hôtel French Theory qui se situe dans le 5e arrondissement à Paris et qui a la particularité d'avoir avant tout un état d'esprit différent de celui d'accueillir seulement des gens pour dormir ou manger. C'est pas du tout réducteur ce que je dis. C'est un hôtel qui propose un studio d'enregistrement, qui organise des performances, qui propose à des artistes ou pseudo-artistes comme moi de venir en résidence et de pouvoir accueillir des gens comme toi. Donc c'est un lieu qui a un état d'esprit atypique et qui ne ressemble qu'à lui-même finalement en fait. Et j'ai découvert ce lieu grâce à une journaliste qui s'appelle Anne Veillard et qui m'a permis de faire ma première performance où j'ai emballé en direct des objets, dont ce disque là-haut et d'autres objets que des personnes m'ont apporté à emballer. C'est comme ça que j'ai connu Aurélien Armagnac, qui est le papa de cet hôtel. Voilà. Et il m'a proposé de transformer une chambre en la nochapikisant, et puis ça s'est transformé dans cette session de télé parallèle et sans prétention, où je vais avoir l'honneur d'accueillir quand même des personnes où je me sens un petit peu petite à côté. Alors, comment tu dis? Nochapikisé, tu peux dire Chocapic, Chocapic, Nopachic, Noémie. Voilà, ça donne ça. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Ça donne un tas d'objets emballés. Donc, voilà, il y a des objets que je reconnais tout de suite. Évidemment, là, c'est une clé. Là, c'est un téléphone qui pèse 3 tonnes. C'est un pavé que j'ai demandé à Anne Hidalgo et elle me l'a envoyé par Chronopost. D'accord. Alors, tous ces objets, pourquoi emballer des objets? Pourquoi emballer les objets? C'est vrai que je ne me suis même pas posé la question. C'est
C'est venu instinctivement. J'ai d'abord fait du mobilier qui était très long à faire, très fastidieux. Tu as pu voir le totem qui était dans l'entrée, des pièces qui me prenaient parfois 6 mois. Ici, on a un pouf, c'est la première pièce que j'ai faite de mobilier, tu vois, avec, qui n'était pas vraiment de l'emballage. Et c'est composé en grande majorité de foulards Hermès. Voilà, c'est ça, parce que quand on dit emballé, je ne sais pas si on voit bien, quand on dit emballé, il ne faut pas imaginer du papier craft ou du papier cadeau, il y a quoi, des milliers de nœuds, des milliers de nœuds. Ouais. Alors, parce que chaque nœud représente quelque chose, signifie quelque chose ou pas? Disons que ça va être un vœu global et moi je suis en état d'auto-hypnose, de détente absolue, peut-être pas de lévitation mais de relaxation suprême. Et là c'était un moment où j'ai commencé à exploser ma collection de foulards Sonia Rykiel, de foulards Hermès roulotés, de Yonko Shimada, de souvenirs de tissus du Japon, de blue jean. Et c'est la première pièce que j'ai faite de cette manière-là, avec une structure en mousse du marché de Dreyfus en petits morceaux, du jean que j'ai agrafé, que j'ai compressé, puis après j'ai emballé, mais je ne savais pas pourquoi. D'accord, mais est-ce que ça symbolise quelque chose l'emballage? Ou c'est simplement Après, une expression artistique? si je réfléchis, oui, sûrement. Si je réfléchis, et ce qui est important, c'est que c'est pas fragile du tout. Ça, j'adore ça. Tu vois, parce que du coup, on a une notion dans l'art contemporain, et je dis ça sans prétention, de regarder une œuvre avec un cordeau, ne pas s'approcher. Et c'est important. Il faut respecter, bien sûr. Mais ce que j'aime, c'est que ce principe d'emballer solidifie les objets finalement. Et ce que j'aime sûrement, c'est leur transformation. Et c'est peut-être aussi quand même un hommage au surréalisme. Ouais. Tu as des pipes à côté, du coup, qui sont des clins d'œil relativement récurrents à un grand monsieur qui s'appelle René, mais qui n'est pas le René de Céline Dion. Et du coup... Je ne sais pas si on les voit bien là. Ouais, on les voit bien. Donc combien de temps pour emballer une pipe, par exemple? 15 minutes. Ah ouais. D'accord. Moi j'allais dire 2 heures. 15 minutes, je pense. Bon. Après, j'ai 3000 pièces derrière moi. Et tout s'emballe, hein, parce que je vois des marteaux, des appareils Tout photo, s'emballe. des Tout sucettes, s'emballe un fer à cheval. et rien n'est fragile. Si elle est usée, enfin tu vois, celle-là, de temps en temps, je me prends une taf. Et voilà, tout va bien, il n'y a pas de traces. Non. Et qu'est-ce que deviennent ces objets alors? Ces objets, avant le confinement, étaient exposés dans des expositions. Et on peut dire que du côté exposition, c'est un petit peu gelé, mais finalement, ils sont exposés ici et on en parle avec toi, donc ils continuent de vivre. C'était exposé où, par exemple? J'ai exposé à Hong Kong, dans un endroit qui s'appelle Joyce, qui est assez connu à Hong Kong, qui est un magasin, qui est un ensemble de magasins d'une grande enseigne, qui du coup est à cheval entre la mode, l'art, le design, et c'est couplé avec la galerie Joyce de Paris, qui m'a fait l'honneur de me faire ma première exposition parisienne en février-mars dernier. D'accord. Alors quand on regarde les objets, parce que moi j'ai vraiment le nez dessus, emballer, c'est vraiment un travail hyper soigneux, c'est hyper minutieux, il n'y a rien qui dépasse. On a l'impression que c'est l'objet original. C'est quoi ta formation? D'où tu viens pour faire des choses comme ça? En fait, je viens d'un bac que j'ai eu assez tôt et j'ai travaillé directement. J'ai commencé par 2 ans de journalisme. D'ailleurs, Gérard Brunos, qui m'a fait débuter à Radio Classique FM, que tu connais peut-être, va venir. C'est un grand honneur. Et j'ai fait du rap, des clips vidéo pour Emmanuel Chin et Christine Bravo. Et j'ai ensuite atterri chez Hermès, à la communication. J'étais en charge des dossiers de presse, que j'ai fait d'une manière un peu singulière. Et la personne qui dirigeait cette maison était quelqu'un de très très humaniste, ouvert, réceptif. Et je lui ai proposé des produits. Je lui ai proposé de faire une basket, on a fait une basket. Je lui ai proposé un truc, un autre truc. Et puis petit à petit, je suis tombée dans le produit. Et puis j'ai commencé à l'âge de 25 ans, sans trop savoir pourquoi, instinctivement, à acheter de la gouache.
Et j'ai fait des choses très très laides en gouache. Mais j'ai adoré ce moment, en fait, parce que je ressentais le jaune, le bleu, ce moment me plaisait. Du coup, je me suis accrochée, j'ai fait des collages, je suis passée à la peinture à l'huile, et petit à petit, je suis rentrée dedans, et depuis, j'ai jamais arrêté ma démarche de création artistique. Et en termes de formation, je n'ai pas fait d'études, je fais 3 mois d'hypocagne, j'ai eu mon bac à 16 ans au rattrapage, et j'ai quand même un diplôme de sellerie maroquinerie. Donc que j'ai fait à 24 ans, après la communication chez Hermès, et après j'ai recommencé chez Hermès avec une mission inventive de styliste et de recherche sur les matériaux nouveaux. Et j'ai la chance de pouvoir encore travailler pour cette si belle maison qui m'a tant appris et à qui je dois tant. Voilà. D'accord, en favorisant maintenant ça, évidemment, consacrant plus de temps à l'emballage. Et en fait, du coup, au bout d'un moment, il ne faut pas qu'on fasse trop longtemps sur moi parce que c'est pas le sujet le plus passionnant, mais j'ai eu un déclic où je me suis dit il faut que tu montes ton travail personnel. J'aurais regretté toute ma vie. Donc j'étais à un moment super down, j'avais des brevets qui pouvaient s'accumuler, tout fonctionnait bien peut-être, mais remise en question. J'ai gagné 2 places par hasard à un concert de Christine and the Queens, 14 septembre 2018, salle Playel. Je me suis pris une grosse claque devant le talent de cette dame et de son équipe. Je suis sortie imprégnée de cette énergie et je me suis dit, maintenant, tu bouges ton bip et tu montes ton travail. Et du coup, je ne savais pas comment faire. Et 15 jours après, j'ai repensé à ce couteau que j'avais fait avec une chute de meubles. Et je le trouvais laid, parce que, ce bolduc, parce que je l'avais teinté en gris, mais je trouvais que ça faisait sale. Et il y avait un couteau à côté, et par hasard, je l'ai emballé, mais avec des nœuds. Et du coup, 14 septembre ce concert, et je m'en souviens, c'est normal. 29 septembre, je pense à ce couteau, je prends du double face, du bolduc que j'avais, de la maison que je préfère, évidemment, et je fais un couteau, une fourchette, un marteau, un pied à coulisse, que sais-je, 200, 50, 20, 200, 30, 500 pièces. Et puis je monte mon travail sur LinkedIn et je rencontre une grande dame qui s'appelle Chantal Hamed, qui viendra demain matin, que tu connais peut-être, qui a montré une revue de référence dans le design et qui est avant tout une curatrice et une pionnière et quelqu'un qui a un regard sur l'art et le design exceptionnel et une femme de cœur. Et cette personne m'a permis d'avoir un premier papier, puis ça s'est enchaîné assez vite comme ça, de manière positive. Et ça m'a encouragé, puis du coup je suis là aujourd'hui. Donc là on voit des petits objets emballés, mais tous emballés, c'est sans limite. Hein. Il y a un banc emballé, il y a un pouf emballé, une valise. Ouais, le banc, ce qui est drôle, c'est que ce sont des papiers de métallisation industrielle que j'ai ramassés dans les couloirs d'une maison qui le vaut bien. Et on est donc pas du tout dans du bolduc, mais dans un process, un matériau, une matière première de process industriel. Chambre 44, résidence paraît-il, résidence où l'on accueille des personnes intéressantes si possible, et j'en suis sûre, dont Jean-Marie Montali. Pardon, on a un petit bug. Dans mon agenda, Haroun Tazieff, commandant Massoud, Paul-Émile Victor. On a un petit bug, c'est les joies du direct. Everest. On va y arriver ou pas. Annulé. Ding dong, frère Jacques, frère Jacques. C'est pas grave. Donc, je disais qu'il s'agissait uniquement de matériaux. En fait, ces bandes-là que j'ai trouvées, qui étaient, comme d'habitude, comme souvent, ce que je récupère, bonnes pour la poubelle, ce sont des bobines qu'on met dans des machines et c'est pulvérisé avec un système de vapeur, que je ne vais pas donner trop de détails. Et ces particules de métal qui sont basculées, plaquées sur un backing en plastique, viennent recouvrir des parties plastifiées d'emballage cosmétique, pour leur donner un revêtement métallisé. Et du coup, c'est la base de ce banc, tout ça, c'est des bancs que j'avais dans mon atelier, dans cette maison, qui le vaut bien, pour laquelle je travaillais 5 ans en interne, qui m'a appris beaucoup aussi sur l'industrie. Donc tu peux tout emballer, une armoire normande, une vieille armoire normande, ça fait... J'ai une armoire qui est entièrement emballée de timbres. Et j'adore parce que du coup, chaque timbre représente une missive dont j'ignore le contenu et a probablement... été humecté par de l'ADN humain, et il y a des choses de l'époque du communisme, il y a des trucs, chaque petit carré est un véritable voyage, donc je la regarde pas en permanence, mais franchement c'est chargé quoi, et du coup c'est assez multicolore,
Ça, c'est gay. Super. Voilà. Si vous avez de vieux meubles, le chapitre, Envoyez vos dons. une œuvre d'art de votre vieux buffet. Bon, bah, je pense qu'on a assez parlé de moi. Ouais. Enfin non, mais bon. Bah si, quand même, parce que le but, c'est quand même de t'entendre, parce que je crois que tu as quand même beaucoup de choses à partager avec tout ce que tu as pu voir. Et d'ailleurs, tu peux nous parler d'autre chose que de ce qui serait attendu, qui sont tout ce que tu as pu couvrir en tant que grand reporter. Mais j'ai cru qu'il y avait quand même aussi beaucoup de relations humaines qui se créaient à travers ton métier de reporter. Ah, mais je crois qu'on ne peut pas. Je crois qu'une des qualités, s'il devait y avoir des qualités dans le journalisme, une des qualités, c'est d'aimer les autres. On ne pourrait pas faire ce métier si on n'aimait pas les autres. Donc forcément, il se crée des liens. Et il se crée des liens dans des situations qui sortent parfois un petit peu de l'ordinaire. Donc forcément, ça noue ces liens, ça les resserre. Et comment tu as fait pour enclencher le processus? Par exemple, le processus Comment parce qu'on devient pas, il n'y a pas des écoles de grands reporters. Non, alors maintenant il y a des écoles où on forme les journalistes, oui, et puis le grand reportage, je crois que c'est d'abord une passion, le grand reportage, hein, vous parlez d'un métier, et c'est une façon de vivre, c'est vraiment une façon de vivre. Donc moi j'ai toujours eu, je me souviens pas, gamin, vouloir faire autre chose que ça, et monter dans un avion, et pas aller couvrir un événement, parce qu'un événement, je crois que c'est un petit peu facile, il suffit de monter dans l'avion et y aller. Ce qui est intéressant quand on fait ce métier, c'est de couvrir, entre guillemets, et de rencontrer les gens qui font l'événement. Et ça, tout le monde ne le fait pas quand on Si, non, il y a beaucoup de... Alors moi j'ai eu la chance d'abord de travailler, quand j'étais grand reporter, je travaillais pour un hebdomadaire. Donc déjà ça me laissait plus de temps, j'étais pas tenu par une publication quotidienne. Donc ça me laissait plus de temps pour enquêter et ça me laissait plus de temps pour réaliser mon reportage sur place. Donc moi je pouvais partir 15 jours, 3 semaines, 2 mois parfois. Et là on a vraiment le temps de rencontrer les gens et de faire des histoires. En fait l'actualité est faite d'histoires humaines. Ce sont les gens qui font l'actualité. Comme d'ailleurs un journaliste, l'idée du journalisme, quand on est jeune journaliste, souvent on pense naïvement qu'on a un idéal et on pense qu'on va changer le monde. On dit, tiens, moi j'y vais, je vais changer le monde, les injustices, etc. Et en réalité, non, après on comprend qu'on ne changera pas le monde, mais plus modestement, même si ça reste encore un petit peu prétentieux, on essaie de changer le regard des gens, de toi, du public, des lecteurs, sur les événements et sur les gens qui font l'événement. Je t'interromps 2 secondes parce qu'on peut être pris par le temps, parce que le challenge, c'est que j'emballe un objet si tu m'en as apporté un, sinon j'en ai. J'ai apporté 2 objets, un que je peux te montrer, puis un que tu peux emballer, c'est le même genre. Allons-y. Lequel tu veux d'abord? Un emballé? Go. Allez, l'emballé. Alors moi quand je partais en reportage, j'avais... Comme ça on aura une collection d'objets de nos invités. Qui vont devenir quoi alors? Eh ben, peut-être tu peux repartir avec? Non. Et si tu veux, tu nous le laisses. C'est comme tu veux. Ah ben, je te le laisserai. C'est cool. Voilà. Ça s'appelle quelqu'un de sympathique. Alors, donc moi j'étais reporter, j'écrivais, évidemment. Alors j'ai apporté j'avais, pour être le plus discret possible, en dehors d'un petit enregistreur, j'avais des carnets de reportage qui ont toujours ce format-là et qui sont toujours à spirale, parce que l'avantage de la spirale, alors, c'est que je pouvais y glisser un stylo. Bien sûr. Et que le carnet va dans la poche arrière du jean. Donc c'était très discret. Et je prenais mes notes. Alors je t'ai apporté 2... Fais-nous un petit gros plan, ouais, ça serait, je pense que ça va être précieux là. Bon, ben voilà, ça c'est un carnet. Je sais que tu aimes l'Islande, donc je t'ai apporté un carnet qui a été fait en Islande, un carnet de reportage. Et puis je t'en montrerai un autre qui est peut-être plus, mais que je te laisserai pas là pour le coup, qui est peut-être plus symbolique de mon travail, qui est un carnet afghan. Waouh, oh my god. Donc celui-là, tu me l'offres pour l'emballer? Bah celui-là, oui, tu peux l'emballer, oui. J'y crois pas. Voilà. Alors, est-ce que tu veux bien nous le signer? Allez. Page de droite ou page de gauche? Tu fais comme tu veux, tu écris ce que tu veux. Mais ça, c'est important. Peut-être qu'il sera un jour déballé, peut-être jamais, mais comme ça, c'est la capsule de temps. C'est un super beau cadeau que tu me fais, que tu nous fais. Voilà. Voilà, du coup, je crois qu'on est le 22.
Alors à la caméra, ça passe à l'envers, mais peu importe, hein, parce que très peu de monde nous regarde. Et avril, pas du tout. Allez, on recommence. Ça va pas, Noémie. 22 mai 2020. JMM, I love you. Bah c'est vrai en plus. Même si on se connaît pas, il y a plein de formes d'amour, hein, t'inquiète pas, c'est pas... Plein de choses qui font du bruit ici. Hein. Donc, pour ce challenge, je prends juste du scotch, car j'ai besoin de neutraliser la spirale afin de pouvoir l'emballer. Et on peut continuer à parler. C'est bon, on est OK. Tout est lancé. Donc du coup, quelle est la première rencontre marquante que tu as pu faire dans ton parcours de jeune journaliste? Un photographe avec qui je suis parti en reportage, qui a été... Donc c'était un confrère et non, un sujet. C'était un confrère et non un sujet, et on est parti, je crois, à Hong Kong. On est parti à Hong Kong faire un sujet sur ce qu'on appelait la Cité Murée, qui était un quartier interdit de Hong Kong, qui a été détruit depuis. Et on a passé une quinzaine de jours ensemble, et lui étant un peu plus âgé que moi, il m'a appris plein de choses. Et toi, tu avais quel âge? Je me souviens pas. Mais genre, t'as tout Moins jeune. de 30 ans, oui. Ah, c'est dingue. Et c'est Jacques Torregano avec qui j'ai fait un tas de reportages depuis. Voilà, c'est la première personne qui m'a marqué. Ouais. Et du coup, contre toute attente, il ne s'agissait pas, pardon pour mon expression un peu laborieuse, d'un sujet, mais de quelqu'un qui finalement t'a communiqué sa passion que tu avais déjà pour ce métier. Oui, et puis comme il avait plus d'expérience que moi, il m'a probablement communiqué un savoir-faire, de l'humilité aussi, parce que c'est un photographe qui est un excellent photographe, et qui travaille de façon très humble face à l'événement et face aux gens qui font l'événement. Donc ça m'a servi de leçon. Oui, il m'a donné il a partagé, ce qui est frappant d'ailleurs, pas que lui, tous les gens qui m'ont marqué dans ce métier, ils m'ont marqué par leur générosité. Voilà. Et Jacques a cette générosité de partager avec l'autre. Donc là, c'était avec son confrère on faisait tous les deux, lui faisait les photos, moi je faisais le texte. Il a partagé tout ce qu'il savait déjà de ce métier et que je ne connaissais pas encore. Donc une histoire franche de transmission et de générosité en fait. Oui, et puis d'amitié. Un truc qu'on n'apprend pas à l'école, quoi. Un truc qu'on n'apprend pas à l'école. Voilà. Un truc qu'on n'apprend pas à l'école. Et sans parler de transmission, il y a en tout cas de l'amitié. Ouais, voilà. Mais par l'amitié se transmet plein de choses. C'est facile. Ouais. Et le premier gros sujet qui t'a marqué, que tu as couvert, ou la première grande rencontre de quelqu'un qui était l'objet d'un reportage? C'est peut-être difficile comme question. Il y en a eu beaucoup. Alors, après, il y a des anonymes dont c'est même pas la peine de parler parce que ça ne dirait rien, il faudrait que je raconte et que je développe. Et puis après, il y a des personnes, moi j'ai été marqué évidemment par le commandant Massoud en Afghanistan, qui est donc ce héros de la résistance contre les soviétiques, quand l'URSS a envahi l'Afghanistan en 1979, qui s'est battu pendant 10 ans contre l'invasion soviétique, et puis qui a continué de se battre alors que l'Europe et l'Occident en général l'avaient complètement oublié et abandonné, a continué de se battre contre les talibans, donc il s'est vraiment battu pour la liberté de son pays, pour son indépendance. Comment on arrive en face du commandant Massoud? Ça paraît complètement surréaliste. On lui envoie un SMS? Non, on passe par ses contacts. Alors à l'époque, il n'y avait pas d'ambassade afghane évidemment à Paris, mais il y avait des Afghans, installés ici à Paris qui étaient proches de lui, qui étaient des réfugiés politiques. Et puis après, on va à Kaboul. À l'époque, il tenait encore Kaboul. On va à Kaboul et puis on frappe aux portes, on essaie d'avoir un rendez-vous. Rien n'est balisé en fait. C'est difficile de partir sur un reportage où tout est balisé parce que de toute façon, il peut toujours se passer quelque chose. Voilà. Donc on peut prévoir dans les grandes lignes ce qui va se passer, mais en général, l'idée avec laquelle on part n'est jamais le sujet avec lequel on rentre. Il faut s'adapter un petit peu. À ce qui se passe. Voilà. Donc Massoud m'a marqué, Haroun Tazieff, le volcanologue. Mon Dieu, j'imagine. Pareil, lui aussi, d'abord par son caractère, parce que c'était un sacré mec, par
Par sa générosité, par sa gentillesse, par son expérience, par son intelligence, partout. Voilà. Donc il y a un tas de gens, oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont marqué, et puis après des gens sur d'autres sujets, peut-être moins politiques, moins engagés, mais j'ai eu la chance de participer à des expéditions françaises en Himalaya, dont une à l'Everest qui était dirigée par Marc Battard, qui passe pour un des meilleurs himalayistes au monde. Il doit l'être. Il doit l'être. Qui est aussi un sacré mec. Donc là aussi, ça m'impressionne. Et là, ce qui m'impressionne, c'est l'engagement de ce garçon dans ce qu'il fait. Donc oui, on rencontre toujours. Et puis après, du coup, toi, tu as fait l'Everest aussi? Moi, je ne suis pas allé au sommet, j'ai participé à l'expédition, mais moi, j'ai pas eu le niveau pour monter au sommet, ce qui est un ouais, pour le coup, c'est un rêve. Ah, tu as dû aller assez haut quand même. Au camp 3. Donc, mais de toute façon, peu importe, c'est le sommet ou pas le sommet. C'est déjà un sommet. Ouais. Mais enfin bon, qu'on soit resté au pied de la montagne ou qu'on ait descendu en arrivant au milieu, après être arrivé au milieu, c'est pareil. Et du coup, parce que n'y connaissant finalement pas grand-chose, comment ça se passe au sein d'une rédaction quand on est grand reporter comme toi? On propose un sujet, on nous demande un sujet? Non, dans la plupart des cas, on propose un sujet. On peut aussi nous mettre sur des sujets. Il peut arriver que le rédacteur en chef dise bon ben voilà, il faut que tu partes sur telle histoire. Mais en général, oui, on propose ces sujets, on les monte et puis on part les faire, tout simplement. D'accord. Et après, c'est improvisation, quoi. Improvisation. Enfin, balisage, repérage. Improvisation un petit peu balisée quand même, parce qu'on essaie. Quoique. Et du coup, est-ce que c'est un peu comme la police, il faut des indices? Oh, qu'est-ce que c'est moche comme mot, ça, indique. Et c'était pour que tu me donnes un coup de. Non, un coup de roue de la pâtisserie. Donne-moi un coup de roue de la pâtisserie. Voilà. Je suis désolée. Mauvais point, hein, tiens. Mauvais point. Oui. Non, on a sur place ce qu'on appelle des fixeurs. C'est plus joli qu'indique. Tout à fait. Donc ça, ce sont des gens qui... Pardon pour cette faute. Qui sont habitués à travailler avec des journalistes, qui connaissent un petit peu nos caprices, nos envies, nos besoins, qui parlent anglais, qui connaissent le tissu social dans lequel on va évoluer, qui connaissent la situation, qui connaissent la géographie, qui ont une bagnole, enfin, qui nous servent à la fois de guide, de traducteur et pourquoi pas d'informateur. Et tu n'as jamais eu de mauvais coups? En Somalie. En Somalie, on a eu un mauvais coup, mais bon. Pas de prise d'otage ou de... Non, pas de prise d'otage. On a été braqué en Somalie avec le photographe avec qui je travaillais à l'époque, qui s'appelle Michel Lebleu. Et la Somalie, pendant la guerre, c'était un endroit très très dangereux. Pour la première fois d'ailleurs, c'était très contesté. On a imposé aux journalistes, parce qu'on n'avait pas le choix, on nous attendait à l'aéroport et des bandes armées nous disaient on vous protège, c'est comme ça. Donc on choisissait la gueule des gens et nous on a été protégés par des gens qui nous ont braqués. Ah, quand même. Voilà. Enfin, ça s'est bien terminé. Et du coup, on a parlé d'Everest, de volcans, d'Arun Taziev, de Marc Battard, de Somalie à l'instant bien sûr. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme qui couvre une guerre, un conflit, où des gens perdent leur vie? C'est difficile comme question. Tu peux répondre à côté, hein. C'est difficile comme question. D'abord, je pense disons que c'est tellement impressionnant de s'imaginer que c'est ce qui t'est arrivé que c'est difficile de ne pas poser la question, mais tu peux ne pas répondre ou répondre à côté, hein, ça ne me dérange pas. Hein. Je pense d'abord, oui, en tout cas je vais répondre pas complètement à côté. D'abord, si on le fait, c'est qu'on aime ça. Ça nous force pour y aller et que donc on y retrouve, nous, un certain plaisir, même si le mot semble un petit peu déplacé. Ensuite, l'autre chose aussi, je pense que quand on fait du reportage comme ça, le reportage, on perd notre objectivité. Alors ça fait en général, les gens se disent comment, un journaliste n'est pas objectif, alors qu'en réalité, le journalisme n'a jamais été et ne sera jamais objectif. Parce que le journalisme, c'est la vie. La vie, elle est faite de coups de cœur, de coups de gueule, etc. etc. Donc le choix d'un sujet, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas objectif. Son positionnement dans le journal, en première page ou en cinquième page, une page entière ou une demi-page, c'est aussi un choix qui serait subjectif. Donc, bien sûr. Voilà. Donc après, on choisit ces sujets. Moi, si j'ai tellement travaillé en Afghanistan, c'est parce que j'avais choisi, j'étais sorti complètement de cette objectivité supposée des journalistes, et j'avais choisi mon camp, qui était très nettement celui de Massoud. Et tout simplement parce que ce que subit
ce que subissait encore, et ce que subit encore le peuple afghan, tout simplement, ça me bouleversait. Et que donc, tout à l'heure, quand je te disais, on essaie de changer le regard des gens, c'est-à-dire qu'à l'époque, le regard des gens était complètement différent sur l'Afghanistan, et on espérait qu'avec nos petits reportages, nos photos, nos textes, on allait d'un seul coup ouvrir les yeux des gens sur le drame qui se passait en Afghanistan. Voilà, c'est ça. Donc, oui, je pense que c'est un investissement, en fait. On s'investit quand on fait un reportage. Ah, j'imagine. Et t'as jamais eu peur? Si, mais... Ça faisait partie du jeu, quoi. Ça fait partie du jeu, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Non, c'est sûr. Mais il faut être solide quand même, hein. Ouais. Mais Et l'Islande, c'était complètement différent. J'ai adoré l'histoire que tu m'as vaguement évoquée. L'Islande, c'était super. Alors l'Islande, j'ai fait 2 reportages en Islande. Le premier, c'était sur une éruption volcanique, le Vatnajökull. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, des aéroports européens étaient fermés, bloqués, etc. C'était ce fameux Vatnajökull. Et puis j'y suis retourné pour faire un sujet sur le duvet d'Eider. Alors l'Eider, c'est un canard qu'on trouve en Islande, dont le duvet a cette particularité de retenir bien l'air, et donc ça fait quelque chose de très chaud. Ça fait des duvets très chauds. Donc, et puis il est naturel en plus. Il est naturel, on le trouve qu'en Islande. Et, il n'est pas arraché parce qu'il est cueilli, c'est ça? Il est cueilli, alors moi j'avais suivi une famille dans un fjord, une famille de vikings, tu vois, tu avais l'impression que les enfants de 5 ans faisaient déjà 1m92, et ils marchaient très doucement vers les nids, tu vois, des canards, et ils ramassaient autour des œufs, ils ramassaient le duvet, ils mettaient dans un petit sac sur le côté, et ils remplaçaient ce duvet par du coton, de la paille, etc., pour que les œufs n'aient pas froid. Donc ils continuent à protéger ça. On ne sait pas combien coûte l'Eider, tu vois, quand ils ramassent, quand cette famille ramassait le duvet d'Eider, ils en faisaient des containers entiers, des containers, des drums, là. Je leur demandais combien ils allaient vendre ça, alors on ne le dit pas. C'est un peu comme le prix de la truffe en France. Cher. On ne le dit pas, c'est cher. Et c'est une richesse nationale, alors, qui se perd de plus. C'était un vrai savoir-faire en plus, parce qu'après tout ce duvet est amené à Reykjavik, où il y avait des petites mamies qui nettoyaient les plumes une par une. Extraordinaire. Alors oui, c'était génial. Et alors c'est le genre de choses qu'on offrait, tu vois, par exemple une couette en duvet d'Eider ou un manteau en duvet d'Eider. C'était un cadeau qu'on avait pour la vie. Tu vois, des jeunes couples qui se marient avaient une couette qu'ils allaient eux-mêmes transmettre à leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants, parce que c'est quelque chose d'increvable. Sauf que, évidemment, ça disparaît, parce que maintenant il y a plein de matériaux, ça peut être moi, il y a plein de matériaux, de nouveaux tissus, de nouveaux matériaux qui remplacent, qui sont aussi chauds que les airs, et évidemment qui sont pas aussi... Il n'y a pas plus chaud. Voilà, et puis surtout qui ne durent pas aussi longtemps et qui sont beaucoup moins chers. Ça me rappelle le chatouche en Inde. Tu connais le chatouche? Ce sont des duvets de bébés antilopes qui sont ramassés sur les hauts plateaux et qui du coup sont tellement bébés, petits, dufteux qu'il n'y a pas du tout de tigette. C'est juste de la vapeur de plume en fait. D'accord. Et c'est extrêmement protégé. C'est très très rare et ce qui s'appelle donc un chatouche et qui est presque illégal parce que du coup il peut y avoir un commerce, ça vaut une fortune et ça passe juste dans les valises diplomatiques. La légende, et c'est vrai, dit que le chatouche qui est large comme ça passe dans le cercle d'une bague en fait. Voilà, j'ai eu la chance. Je ne connaissais pas. Ouais, le chatouche, ça m'a rappelé l'histoire du chatouche. Ça y est. Bon ben voilà, l'histoire est emballée. Ah ouais. Deuxième pièce emballée en rose avec les couverts de Éric Trochon ce matin que je lui ai offert. Et toi, tu as quand même la générosité de nous offrir cette pièce, Jean-Marie. Merci. Hein. Ouais, c'est adorable. Merci à toi. Après, si on va peut-être passer les petits gimmicks avec toi. Voilà. Et j'ai un truc qui peut être rigolo dans mon sac que j'ai oublié de sortir. Que j'ai trouvé évidemment dans un vide-grenier improbable. J'espère que je vais le trouver. Sinon, j'aurai un gage. Vous me donnez un gage si je ne trouve pas? Voilà. Parce que je pense que c'est mystérieux parce que je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que ça doit... T'en as vu des comme ça? Bon, Un peu? oui, un peu, ouais.
C'est bizarre que tu aies trouvé ça d'ailleurs. C'est pas pour des ballons à la foire, ça. Hein. Non. Tu as trouvé ça où? Dans un vide-grenier improbable, un dimanche, je ne sais pas où. Bon, c'est dur. Hein. On s'en embelle une, je t'en offre une. On la garde. Ouais. On s'en embelle une symboliquement. Voilà. Et le message, c'est juste de dire, si on peut éviter la violence, bah, c'est quand même mieux, quoi. Oui, c'est mieux, oui. C'est quand même mieux. Donc évidemment, il ne s'agit pas d'un hommage, et loin de là, à la violence, mais du coup, avec le petit reste de rose, on va transformer ça, on verra plus c'est une balle. Tu sais, comme on a beaucoup parlé de Somalie, d'Afghanistan, puis tu me montres ça, le métier de reporter, c'est pas uniquement ça. Hein. J'ai fait plein de choses. Je sais. Il y a plein de choses qui sont beaucoup moins dramatiques. Bien sûr. Beaucoup plus drôles. Du parachute, d'ailleurs, on peut parler de parachute. Il y a du parachute, il y a de la plongée. Il y a de la plongée, il y a des expéditions ethnographiques, il y a des découvertes. Enfin, tu vois, c'est pas uniquement du sang, des bombes. Ah non, c'est pas pour réduire à ça. C'est quelque chose qui fait partie des messages que je m'efforce de faire passer aussi, que si possible, si on peut éviter la violence, privilégier le dialogue et l'entendre, c'est quand même mieux, sans être pour autant complètement woodstockienne. Du coup, je suis tombée sur ça ce matin, je l'ai emporté, mais si tu veux, on n'en parle pas. Hein. Non, mais c'est vrai que pour la dénoncer, la violence, il faut la montrer. Voilà. Et ça, c'est vrai que... Et après, on va pas identifier ce que c'est. C'est ça que j'aime bien aussi. Du coup, hop, tac, tac, je fais juste un gris-gris, il est inintéressant. Mais voilà. Et du coup, toi, c'est aussi bien, tu es à l'aise dans l'eau, tu es à l'aise dans l'air. Et tu m'as parlé de quand même une certaine passion pour le parachute. Oui, j'en ai fait quelques années, ouais. Et à une époque où il y avait beaucoup de... Alors j'en ai fait d'abord personnellement, enfin, c'était une activité sportive. Et puis que j'ai pu croiser avec le journalisme, tout simplement parce que dans les années 80, je sais pas, pour ceux qui s'en souviennent, on parlait beaucoup de sujets aventure, il y avait Ushuaïa, Nicolas Hulot, etc. Et donc on a fait beaucoup de sujets, oui, de chute libre, de choses comme ça. Ouais. Génial. Ouais, ça, du coup, la chute libre, c'est quand tu as des ailettes, tu peux faire des figures. Alors ça, c'est arrivé après, ça. Moi, je suis la génération encore avant. Non, la chute libre, c'est quand tu sautes à 4000 mètres d'altitude et que tu fais des... D'accord, ce que j'ai fait en tandem. Ce que tu as fait en tandem, exactement ce que tu as fait en tandem, voilà. Avec des figures à faire. Sauf que toi, tu faisais tout seul et avec des figures. Je le faisais tout seul avec des figures, à partir d'avion, ou pas à partir d'avion d'ailleurs, parce qu'on peut sauter. Il y a le base jump. Tu as fait du base jump aussi? Alors, moi, j'en ai pas fait, mais j'ai sauté à partir d'un. Enfin bon, bref, peu importe. On peut sauter d'hélicoptère, de parapente, d'avion. Donc, amateur de sensations fortes quand même. Hein. Bah, c'était cette période qui était l'aventure était quelque chose qu'on aimait bien, et puis ça se faisait. Enfin, il y avait la plongée, j'ai fait beaucoup de montagne aussi, le parachutisme, et puis c'était cette époque où toutes ces émissions et tous ces reportages avaient beaucoup de succès. Donc on en a fait pas mal. Alors c'est rigolo, tu vois, c'est ça aussi le métier de reporter, c'est-à-dire que moi j'avais l'impression d'être en vacances là, et j'étais payé pour. Encore un peu de meneuil. Ah oui, là c'est sûr que c'est quand même à la fois du sport, de la performance, de la sensation forte, et c'était dans le cadre du travail. C'était dans le cadre du travail. Wow. Il y avait un photographe qui lui, alors pour le coup, était un parachutiste plus que confirmé, parce qu'il avait été une ou deux fois champion du monde de parachutisme. Et il s'était ensuite spécialisé dans la photo aérienne, et on faisait plusieurs sujets. On sautait beaucoup à l'époque à Bergerac, où il y avait une équipe qu'on appelait les fous volants, qui ont un peu... pas tout inventé, mais en tout cas qui ont bien développé ce qui est devenu à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire le surf en l'air, enfin, tout ce genre d'activité. Donc voilà, ça, on a beaucoup travaillé avec eux. Impressionnant. C'est vrai qu'en fait, j'ai rencontré Jean-Marie par les réseaux sociaux, tout simplement, c'est vrai, il y a quelques années. On ne se connaît pas tant que ça. Et j'ai ouvert sa page et j'ai eu quand même un choc. Oui, mais c'est attention, hein, c'est le miroir des réseaux sociaux. Hein. Enfin, les photos, elles sont réelles. Hein. Oui, bah, j'ai pas choisi les photos les pires. Non, il y a un paquet. Hein. Il y a du lourd. Hein. Dans les cieux, dans l'eau, dans les volcans, dans toutes les circonstances. Pas mal. Je recommande.
Je recommande. Ouais, c'est un voyage de visiter ta page en fait, c'est un vrai voyage. Ouais. Bon, bah, tant mieux. Ah ouais, c'est incroyable, c'est juste dingue. Donc on arrive à la fin de cette balle mystérieuse, qui est enfin totalement neutralisée de sa violence d'aspect. Elle est devenue rose. On ne sait plus, on va bientôt plus savoir, et on ne saura plus jamais que c'est une balle, je pense. En tout cas, si on la voit comme ça et si on ne pose pas la question. Et du coup, c'était quand même l'occasion. Alors j'ai vu. Fais comme chez toi, visite. Hein. Il y a quand même un sujet qui revient. Hein. Pardon. Je m'excuse. Ouais. Il n'est pas passé à la douane, il devait être exposé à Hong Kong, ils l'ont refusé à la douane. Je les comprends. C'est pareil, hein, en fait, j'estime que je suis non pas investi d'une mission, ce serait bien prétentieux, mais que le métier que je fais sert à poser des questions. Et je prétends pas, enfin là j'ai la réponse, des revolvers, c'est bon pour les policiers, pour les militaires, pour les gens qui les protègent, c'est pas pour avoir chez toi, te défendre toi-même ou régler tes comptes, évidemment. Donc je me permets, quitte à déplaire, et je l'accepte, d'emballer des objets qui soulèvent des questions un peu tabous. Mais t'as des menottes à côté aussi. J'ai vu, oui. Alors attends, une menotte. Pour que justice soit faite. Un peu petite. C'est des menottes jouets suisses que j'ai achetées à Verbier avec Jen Pache. Très difficile à emballer. Menottes, des marteaux. Dans la série qui pose des questions, on a les préservatifs. Après, celui-là, il est... Ah, il est déjà emballé. Il est emballé. 2015, je pense que la date est périmée à ne pas utiliser même en cas d'urgence. Du coup, parce que là, est-ce qu'il y a vraiment une question? Pas vraiment, il y a une réponse. C'est bien de se protéger, je pense. Et dans la série questions, peut-être que le plus touchy, c'est ça. Le plus touchy, c'est ça. Et honnêtement, j'ai pas eu de mauvaise remarque à date. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut adhérer à quelque religion que ce soit. Et quand j'emballe une croix, même s'il peut y avoir Jésus avec, c'est juste pour moi une manière de dire que c'est quand même plus drôle d'essayer d'avoir la foi en quelque chose, en ce qu'on veut, mais en quelque chose. En soi, si possible, et puis en l'avenir. Voilà. Et après, la croix, c'est l'intersection aussi, on en voit partout. Les croix, c'est les chemins qui se croisent. Et s'il y a intersection, nous, il y a intersection par Facebook. Et maintenant, on est là. Et du coup, la croix, elle est partout dans la vie. C'est pas seulement la religion, c'est pas seulement non plus la foi. C'est fondateur. Quand il y a un croisement, il peut se passer quelque chose. C'est pour ça que j'aime beaucoup les croix. J'arrive, j'ai un coup de téléphone. Aurélie, je te laisse la maison. Où est-ce qu'elle était? Juste en haut, là. Ouais. Bon, bah, écoute, super. Donc, il y a un pavé de la Bastille. Il y a ça aussi, tu vois. Elle ramène de la salle de bain. Tu sais, ça ressemble... Et en fait, quand j'ai exposé chez Joyce, il y avait une série qui était en vitrine, et il y a des personnes qui sont restées bloquées, mais 20 minutes dessus, en fait. C'était hallucinant. C'est marrant, la réaction que ça déclenche. Tu sais, ça ressemble au bracelet, au travail fait en Afrique du Sud par la NDBL. Ah bon? Tu vois, un petit peu? Non. Non? D'accord. Donc c'est une ethnie sud-africaine, les Ndébélé. On les connaît, tu sais, ce sont les femmes girafes. Tout à fait. Voilà. Mais donc on les réduit à ça, mais en réalité elles font un tas d'autres choses, notamment des peintures. Elles peignent leur maison avec les objets quotidiens qu'elles voient. Alors ça peut être une lame de rasoir, un avion, n'importe quoi, dans des couleurs très très vives. Et elles font beaucoup de bracelets, de perles et de tissus, et ça ressemble beaucoup à ça. Donc, et tu vois, je suis passé de ça, du Goldduc tout court, à du multibande, et je la fais courte, parce que c'est pas moi le sujet, mais juste parce que c'est marrant de montrer
que tout bouge. Tu vois, Aurélie, si tu peux montrer juste le livre qui est derrière, qui va avec mon casque de moto, il est tout en cuir. Tu vois, il n'y a plus de marque, il n'y a plus de bolduc. Ah oui. Ah oui, oui. Et moi-même, j'ai oublié de quel livre il s'agissait. Celui-là, c'est une Bible. J'ai fait toute une petite bibliothèque parce qu'il ne faut pas que les livres disparaissent. Et tu vas nous emballer le... Non, celui-là, non. Non, je l'ai ramené juste comme ça parce que c'était rigolo. Et du coup... Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'était un couteau demi-lune. C'est un couteau à parer. Non, pas à parer, un couteau demi-lune. C'est très tranchant. Tout ça, c'est une lame de métal d'acier. La marque, le fabricant principal s'appelle Blanchard. C'est celui qui sait maîtriser la fabrication de ces outils ancestraux. En général, on ne les achète pas. Ce sont des artisans qui te les donnent. On est dans la transmission orale, dans la transmission du savoir-faire et dans la transmission de l'objet. C'est Robert Géniat, un artisan fabuleux qui me l'a donné, qui est venu avec. La première fois que je l'ai vu, il m'a apporté cet objet en me disant « Tiens, je te le donne, emballe-le ». Du coup, je l'ai emballé et ça sert à couper des cuirs de forte épaisseur. Donc le mouvement, donc, imagine que ça c'est ton établi, tu as ta masse là, par exemple pour couper du cuir, tu pivotes, tu appuies, tout est tranchant, tu fais très attention évidemment. Et à la fin, tu peux couper une épaisseur de 10 cm, de quelque chose de très très dense. En fait. Et j'ai créé un matériau pour Hermès qui est un stratifié de cuir. Je ne crois pas avoir d'exemple ici. Qui ressemble à ça. En fait, c'est ça en cuir. En fait, j'ai fait pour Hermès un matériau qu'on colle et qu'on recoupe et qu'on recolle. Et le résultat, c'est comme si c'était ça, mais sauf que chaque bande, c'est une lamelle de cuir. Et j'ai tout fait, tout prototypé au couteau à pied. Au couteau à demi-lune. Et je pouvais couper du coup 10 cm d'épaisseur de gratin dauphinois. C'est un outil magnifique. Une banane. Alors qu'est-ce qui donne la banane, toi, Jean-Marie? Oh, plein de choses. Interview banane. plein de choses. Qu'est-ce qui me donne le bonheur des gens. Les gens heureux, ça me donne la banane. Donc tu as le bonheur contagieux. Et oui. Je suis pas certain, mais en tout cas, j'aime bien le bonheur des autres. Ouais. C'est chouette, c'est positif ça. Et toi? Ce qui me donne la banane, c'est d'être vivant, tout simplement. Oui, bah, c'est une banane. Avec tout ce que ça comporte. Je crois que ça suffit. Super. Ouais. Walou. Et du coup, si tu nous donnais juste un seul mot-clé pour réfléchir et pour conclure cet échange. Passion. La passion, ça ouvre toutes les portes. Voilà. Voilà. On est bon. La roue tourne. On n'a pas encore mis les questions. Mais on va en mettre bientôt. Bon, bah, on va finir par une petite chanson. We are the world.